Le terme polyamour évoque quelque chose d'un peu frivole. Pourtant, le polyamour est un sujet parfaitement sérieux. Julius est un polyamoureux expérimenté. Dès notre première rencontre, il a demandé à rester anonyme. Plutôt que de cacher son visage comme s'il s'adonnait à des pratiques moralement répréhensibles, je lui ai proposé de transformer son apparence en suivant son inspiration. En fait, il y a pas mal de raisons pour lesquelles je ne veux pas être identifiable. D'abord, on va parler de ma vie privée. Et par définition, ma vie privée, je préfère qu'elle reste privée. Une autre raison, c'est que professionnellement, je suis amené à travailler éventuellement avec des enfants. Et que je ne sais pas si des parents d'élèves, d'enfants, sont susceptibles de s'émouvoir de ma façon de vivre s'ils la connaissent. Il arrive qu'on me dise « Ah, t'es polyamoureux, ah, donc tu dois te coucher dans tous les sens, tu dois participer à des orgies ou je sais pas quoi. » Il y a des amalgames qui sont faits et qui peuvent être considérés comme... ça peut amener des gens à considérer que c'est immoral, que puisqu'on ne respecte pas la morale et la moralité, alors on n'a pas de limite. Il peut y avoir ce genre d'amalgame. C'est ce que je crains. C'est par précaution. Après hésitation, Sonia a accepté le même jeu. Elle ne craignait rien, mais voulait s'éviter une trop grande exposition à la suite du film. Je pense que ça n'empêchera pas les gens qui me connaissent déjà de me reconnaître, mais j'aimerais pas en fait que les gens qui ne me connaissent pas me reconnaissent de manière trop évidente dans la rue et se permettent de donner leur avis sur un sujet qu'ils ne comprennent pas forcément et de porter un jugement dessus. J'ai un enfant et j'aimerais respecter aussi sa vie privée. Je sais que cet enfant n'est pas forcément super à l'aise avec le fait que sa maman soit polyamoureuse. Je sais que les enfants peuvent être assez cruels entre eux quand ils sont ados. La plupart des autres personnes filmées ont accepté d'apparaître sans phare. Mais le message est clair. Le polyamour met mal à l'aise. Il est perçu comme une provocation. Un ami, authentique 68ard qui a pourtant goûté à l'amour libre, m'a même mis en garde. Le polyamour serait un sujet dangereux. Pourquoi dangereux? Et pour qui? Je suis hétérosexuel. J'ai une épouse et 2 enfants. Dans le jargon des polyamoureux, cela fait de moi un hétéro mono-exclusif, plutôt très normé. Comme la plupart d'entre nous, tous sexes et tendances confondus, j'ai traversé assez de tourments amoureux pour m'intéresser aux peines et aux remèdes des autres. D'autant que le petit mot « poly » avant le monumental « amour » est pour le moins intrigant. Les polyamoureux sont discrets, ils n'ont aucun signe distinctif. Ils sont peu nombreux, à peine quelques centaines à Paris. Ce n'est pas un mouvement, encore moins un courant. Les polyamoureux ne réclament rien, tout juste susurrent-ils un simple « et si ». Et si une autre façon d'aborder les relations amoureuses était possible? La norme aujourd'hui, c'est que la règle, c'est on a un partenaire sexuel. Donc être infidèle, dans cette norme-là, c'est d'avoir d'autres partenaires sexuels. Mais chacun fait les règles dans sa relation qu'il veut ou qu'elle veut. Et du coup, nous, on a une règle différente. C'est pas tu as un partenaire sexuel, c'est tu me dis où tu en es dans ta vie, tu me dis où tu en es dans tes relations. Si tu as une nouvelle attirance, j'ai envie qu'on en parle. Moi, j'ai envie de dire où j'en suis, j'ai envie que toutes mes relations
soit exploré à plusieurs quelque part. Alors moi, mes premières histoires amoureuses, j'essayais de les mener selon la norme. J'avais pas idée qu'on puisse essayer autre chose. Et je vivais ça très mal, ça me convenait pas. Ça me rendait malheureux. Donc pendant 20 ans, je suis allé d'échec amoureux en échec amoureux. Je me vivais comme anormal. Depuis quelques années, à force d'aller d'échec en échec, je me disais, en fait, je suis un handicapé de l'amour. Je ne sais pas aimer. Je suis anormal. Progressivement, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas dans le modèle dominant. Et je ne savais pas ce que c'était. J'avais identifié que, par exemple, je pensais que je me serais senti mieux si mes partenaires voyaient quelqu'un d'autre. Mais ça me paraissait indicible à l'époque. Je ne pensais pas pouvoir dire à quelqu'un, j'aimerais que tu ailles voir ailleurs. J'étais une jeune adulte normale qui a tout essayé de faire bien comme c'était prévu. J'ai fait des études supérieures, j'ai trouvé un garçon charmant dont j'étais très amoureuse, qui avait envie lui aussi de fonder une famille avec moi. On s'est mariés, on a eu un enfant, on a acheté une maison, on a eu une entreprise ensemble, on a fait plein de choses ensemble. Et je me retrouve à un moment paumée un peu dans ma relation avec mon mari à ce moment-là. Et je rencontre quelqu'un dont je tombe amoureuse. Et ça commence dans l'adultère, d'une façon pas cool pour moi, pas cool pour lui, pas cool pour personne. Mais parce que juste à ce moment-là, je pensais pas que ça pouvait être... il pouvait y avoir d'autres choses possibles. Et je me retrouve dans une situation où à la fois j'aime sincèrement mon mari et je suis très heureuse d'être avec lui. Et à la fois je suis très amoureuse de mon amant. Le Pacs, le mariage pour tous, la procréation médicalement assistée, la gestation pour autrui, l'adoption homoparentale, la vie amoureuse et la famille subissent des mutations profondes. Mais le couple traditionnel basé sur l'union exclusive et un amour durable a la peau dure et ignore obstinément les faits. En France, 45% des mariages se terminent par un divorce. Le modèle classique prend l'eau depuis longtemps. Les polyamoureux explorent d'autres pistes, pas toujours neuves, mais revisitées. L'un de leurs livres de chevet s'appelle « La salope éthique ». Dans ce manifeste féministe de la fin des années 70, les deux écrivaines revendiquent la liberté pour les femmes d'affirmer leurs envies sexuelles, y compris en cumulant les partenaires en toute transparence et sans culpabilité. L'égalité des sexes est au centre du polyamour. Je n'ai aucune statistique à l'appui, juste l'intuition que les femmes pourraient être les plus polyactives. Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai des amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu. Il y a peu de choses sur le sujet quand même. Ouais, il y a peu d'objets culturels. En France, en tout cas, j'ai l'impression. Pour l'instant, les objets culturels qui parlent de polyamour, ils montraient juste une toute petite facette, vraiment très très petite du polyamour. C'est que des histoires d'échecs en fait. J'aimerais bien qu'il y ait des histoires de succès aussi, par exemple. Je vais avoir la musique dans la tête. Miley assume son mode de vie avec simplicité, comme la chanson qu'elle fredonne. Elle n'a aucun problème à parler à visage découvert. Vers l'âge de 8 ans, en fait, je comprenais pas en fait pourquoi le couple qu'on nous montrait dans les films, par exemple, les livres, etc., c'était souvent déjà un homme, une femme. Ensuite, on avait cette imagerie de, je sais pas, la femme au foyer souvent qui fait des bébés et quelque chose de très figé en fait. Enfin, moi, ça me posait question. En fait, je me disais, bah tiens, c'est étonnant. Enfin, pourquoi c'est systématique en fait. Enfin, pourquoi ça semble en tout cas systématique chez les êtres humains. Est-ce que c'est inscrit dans la biologie enfin, voilà, et puis très vite, c'était plus au collège et au lycée ensuite que c'est devenu plus précis. Parce que, en fait, en tout cas, je ressentais pas le besoin d'être avec une seule personne, par exemple. Et le modèle aussi hétéronormé me parlait pas parce que j'étais attirée par les filles et les garçons en plus. Enfin, en fait, c'était toute une suite comme ça de remise en question et surtout de questionnement par rapport à la norme et la société. Et toi ?
Alors moi, j'y suis pas du tout arrivée par un chemin rationnel comme Maëlie. En fait, c'était plus une réponse émotionnelle à un casse-tête que toutes les personnes en couple monogame, je crois, rencontrent un jour. J'étais avec quelqu'un, et puis j'ai rencontré quelqu'un dont je suis tombée amoureuse, et c'était en dehors de mon couple. Et jusque-là, à chaque fois que ça m'était arrivé, ça avait signifié la fin de mon histoire monogame et le début d'une nouvelle, éventuellement. Et comme j'avais 2 amies à l'époque polyamoureuses, elles m'ont dit mais non, c'est pas forcément, c'est pas que ça, quoi. Il y a peut-être une 3e voie en fait, entre rester avec la personne et commencer une histoire avec quelqu'un d'autre. Et donc j'en ai parlé avec la personne avec qui j'étais, on a réfléchi, on a mouliné, on est allé à un café poli, on a lu La Salopétique, et puis on s'est dit bon on essaye quoi. Internet est un acteur important de l'univers polyamoureux. Les polis ont leur forum, leur site et leur lieu de rencontre, les polycafés, ouverts à tout public, concerné ou simplement curieux. L'appellation polyamour donne lieu à des interrogations récurrentes. Les différences entre polyamour, polyamorie, amour pluriel, anarchie relationnelle, anarchamorie ou encore la non-monogamie éthique sont discutés avec ardeur. Les polis apprécient la précision, la conceptualisation. Raphaël est l'un des animateurs de ces points info, où il donne des conseils basés sur son propre parcours qu'il a mené du mono au polyamour. Le terme polyamour est très problématique. Moi, je continue à l'utiliser tout simplement parce que c'est celui qui est le plus visible. C'est celui dont on fait la publicité, dans le sens c'est le mot qu'on fait connaître, mais il introduit un biais, dans le sens où polyamour c'est une mauvaise traduction du terme anglais polyamorie. Et amorie, ça ne veut pas dire amour. C'est plus large que ça. Et donc quand on dit polyamour, on insiste sur les relations amoureuses, et uniquement sur ces relations amoureuses. Alors que le polyamour n'implique pas exclusivement des relations amoureuses. On peut très bien avoir des relations amoureuses, des relations qui sont amicales, sexuelles, avec ou sans sentiment. C'est un panel qui est beaucoup plus large. Le polyamour, c'est l'idée qu'on puisse mener plusieurs relations sentimentales, amoureuses, intimes, sexuelles, avec donc d'avoir plusieurs partenaires, sans mentir à personne, sans mentir à aucun des partenaires. C'est se mettre d'accord entre partenaires que l'exclusivité n'est pas nécessaire à la relation. Et chercher autour de cette idée-là les accords qui font que ça fonctionne, pour que personne ne soit violenté par la situation, ne soit contraint, ne la subisse. L'idée du polyamour, c'est ça. C'est donc une autre façon d'organiser sa vie relationnelle que l'exclusivité, sous forme classique, que l'exclusivité avec adultère, qui est une autre forme classique. Voilà, c'est une façon qui permet d'éviter le mensonge et les éventuelles conséquences d'un mensonge découvert. Le sentiment de trahison, par exemple, voilà, les polyamoureux en sont protégés. J'ai rencontré pas mal de personnes qui me disaient, alors parce qu'à un moment j'étais sur des sites de rencontres, et je discutais avec des hommes qui me disaient, oh là là, mais oui, moi la non-exclusivité, le polyamour, je suis tellement d'accord, d'ailleurs moi aussi je suis polyamoureux, mais par contre je peux pas en parler à ma femme, elle serait pas d'accord. Voilà. Ça, c'est pas du polyamour, c'est effectivement de l'adultère. Il y a aussi beaucoup de couples qui sont dans cette espèce de zone grise du don't ask, don't tell, qui se disent oui, mais moi je sais que ma compagne ou mon compagnon préférait ne pas savoir parce qu'il m'a dit je préfère ne pas savoir. Mais c'est pas du polyamour non plus, parce qu'à aucun moment il y a eu une acceptation explicite du fait que la relation soit non exclusive. J'ai souhaité rencontrer Maëlie parce qu'elle vit dans une sorte de ménage à 3. Un trio, une triade, un trouble. L'un des principaux fantasmes que les mono-exclusifs projettent sur les polyamoureux. En réalité, Maëlie partage son appartement seulement avec Fred. Pierre habite ailleurs, mais les 3 sont ensemble depuis plus de 8 ans. Quand j'arrive chez elle, l'ambiance est plus variée que prévu. Je suis perplexe.
Sont-ils tous des amoureux? Je demande à Maëlie de clarifier cette situation très plurielle. Alors, on va essayer de faire un tableau des relations polyamoureuses, en fait, qu'on a tous ici. Différentes connexions amoureuses entre chaque personne, tu veux dire ça? Ouais, c'est ça. On va essayer, On quoi. va essayer. Ok. Axel. Oui, Yes. c'est ça. C'est bon, c'est cool. C'était quoi, un trait plein, simple, Ouais. une Ouais. flèche, double flèche? Ouais, il y a aussi Frédéric et Pierre. Fred, désolé Fred. Hein. Non mais Fred, c'est bien. Et Pierre, tiens, hop, voilà. David et Anna. David et Anna. Et donc je vais les mettre par là-bas. David et Anna, ils sont liés. Et... Ah oui, d'accord, ok. Donc c'est magnifique. Livia, Nacham et Axel font partie de ce que Maëlie appelle sa polyfamily. En dehors de Fred et Pierre, Maëlie est liée à plusieurs prénoms féminins et masculins, desquels partent d'autres traits rouges et ramifications jusqu'à former une constellation aux liens relationnels complexes. Dans le jargon poly, on parle de polyactivité, et Maëlie, avec ses 5 relations, est clairement hyper polyactive. Mais de quelles relations parle-t-on? En bon mono-hétéro-exclusif, je regarde ces liens essentiellement à travers le prisme du sexe. Faux, réplique la polyfamille, leurs relations sont certes toutes romantiques, mais pas forcément sexuelles. Moi je pense que si le projecteur il est autant mis sur la sexualité en général, c'est toujours pour des questions sociologiques, c'est parce que les institutions, elles ont mis un point très fort à différencier l'amour et l'amitié. Et du coup, pour différencier l'amour et l'amitié, en tout cas dans l'imaginaire collectif, depuis plusieurs années en Occident, bah, en effet, le critère principal, c'est ce que tu dis, Vassili, bah, c'est la sexualité. Et la vraie question pour moi, c'est, bah voilà, pourquoi dans nos sociétés, l'amour c'est ça et l'amitié c'est ça? Mais Axel, là, par exemple, il a de la sexualité avec des 3 traits rouges? Je sais pas si ça a vraiment une importance. La sexualité avec plus d'un partenaire, finalement, c'est beaucoup plus commun que l'engagement romantique avec plusieurs partenaires. C'est beaucoup plus connu, le libertinage ou l'infidélité ou les relations libres, entre guillemets. C'est déjà plus banalisé, alors que le polyamour, ce qui est un peu plus subversif, entre guillemets, c'est justement d'entretenir des relations durables, stables et construites romantiquement avec plus d'une personne, ou la possibilité en tout cas de pouvoir le faire. Est-ce qu'on peut définir le mot romantique dans ce cas-là? Ouais, la relation romantique, c'est la relation qu'on met en place entre deux personnes pour laisser exprimer l'amour que les deux personnes ont l'une pour l'autre, pour moi. Peu importe sa forme. Peu importe sa forme. Et après, ça peut prendre des manières, plein de manières différentes. Plein de formes différentes. Ouais. Chaque relation est vraiment unique, et c'est assez difficile de les comparer. Je pense que c'est des sentiments qui sont de nature assez similaire, même si l'intensité peut varier, même au cours du temps ou en fonction des relations, parce que c'est des dynamiques en plus qui sont totalement différentes, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont m'exprimer des choses, qui vont vouloir des choses, qui vont avoir des projets ou des comportements vis-à-vis de moi qui sont différents les unes des autres. Et moi, je vais y répondre aussi à ma manière. Je vais avoir des émotions, des sentiments, je vais avoir des envies, des projets différents avec chaque personne. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir forcément un aspect consumériste. C'est juste la possibilité de pouvoir ouvrir d'autres relations par ailleurs. C'est absolument pas une prescription d'en ouvrir le maximum. Le rapport de la sexualité au polyamour ou du polyamour à la sexualité, il est très inégal selon les personnes et je dirais qu'il ne rentre pas toujours en compte en plus. Je vais te donner un exemple. Le polyamour m'a permis d'avoir une relation asexuelle, par exemple. Parce que moi je ne suis pas asexuel, mais et je ne pourrais pas être avec une seule relation qui exigerait l'exclusivité en étant asexuel. Mais du coup, le polyamour me le permet, puisque j'ai une sexualité avec d'autres personnes. Et disons que le polyamour permet d'explorer différentes facettes de sa sexualité aussi. On est rarement compatible sur toutes ses envies sexuelles avec une seule personne. C'est presque pas possible, sinon c'est son double. Et ça serait même pas intéressant. David est un témoin important car il débute dans le polyamour. Un néopoly initié par la bien plus expérimentée Anna. Dessinateur, il esquisse notre tournage.
Je veux savoir comment se passe la transition du « je ne dois surtout pas » au « tout est permis ». Moi, j'ai beaucoup plus couru après les occasions quand j'étais engagé à la fidélité et à l'exclusivité dans tous les domaines, que maintenant que je suis ou que j'essaye d'être polyamoureux. C'est un peu l'idée de la bonne affaire, parce que la société, elle nous dit aussi que coucher avec des gens, c'est la bonne affaire. Waouh, t'as passé la nuit avec une telle, waouh, c'est bien. Tu plais à des gens. Tu fais du sexe, c'est un peu la reconnaissance ultime sociale. J'imagine que quelqu'un qui fait un régime sans chocolat, il y a un carré qui traîne sur la table, il le bouffe même s'il n'a pas faim, quoi. Il y a tellement d'attrait, de frustration, de limitation qui a été dure à tenir, peut-être. Et de fait, là, la limitation, elle peut être cassée, j'en profite. Un chocolatier, il ne bouffe pas du chocolat toutes les 5 secondes. Les polis ne dressent pas de frontières entre les diverses formes de relations. Ils sont détendus, là où les monos sont crispés avec leurs fantasmes d'aventure sexuelle. Notre société est-elle vraiment si libérée? On est dans une époque qui tend vers la transparence absolue, d'une manière vraiment très large, au niveau des technologies médicales, au niveau des technologies de surveillance, mais d'un autre côté, il ne faudrait pas être transparent au niveau amoureux. Moi, les retours les plus difficiles que j'ai eus quand j'ai parlé du fait que je vivais le polyamour, c'est le fait que je disais à mes partenaires que j'avais d'autres relations. Et là, au début, on me disait « très bien, tu as d'autres partenaires, moi aussi j'en ai, mais j'informe pas les autres ». Et là, quand je disais « si, moi tout le monde est au courant », et là on me disait « mais tes partenaires, tu es au courant qu'ils ont aussi d'autres partenaires ?» Oui, et des fois on se croise, et là ça m'était très mal à l'aise. Parce qu'il y avait cette idée que ça pouvait se faire, mais il fallait vraiment que ça soit cloisonné, il fallait que ça soit secret. Et il ne fallait surtout pas, finalement, le fait de le dire et que les autres le sachent, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on l'assume. Ça signifie qu'on n'est plus dans la culpabilité. Cette absence de culpabilité me paraît être l'une des clés du polyamour. J'en parle à mon entourage, tous des monos, même quand ils ne sont pas hétéros. Mais à la dimension philosophique, mes amis préfèrent des renseignements pratiques. Qui dort quand avec qui? À quoi ressemble le planning des polis? Comment gèrent-ils les invitations au restaurant? Comment font-ils pour les vacances? Comment font-ils tout court? Quand on habite ensemble, est-ce que ces autres relations, on les reçoit chez soi? Surtout quand on a un petit espace. Nous, on avait un 2 pièces de 33 mètres carrés. Donc ça veut dire que si on reçoit l'une de nos relations chez nous et que l'autre est là, et pas un soir où il est chez une autre de ses relations, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui dort dans le salon. Du coup, qui est-ce qui dort dans le salon? Est-ce que c'est acceptable pour l'autre? Des questions comme ça vont se poser souvent, en fait. Le jour de son anniversaire, on invite quel partenaire? Tous ou pas? Et s'il y en a qui ne veulent pas rencontrer, qu'est-ce qu'on fait? C'est des questions de polyamour, typiquement. Quelqu'un qui trompe son conjoint ou sa conjointe ne se pose pas la question. À son anniversaire, il invite son conjoint, sa conjointe, point. Et pas son amant ou son amante. Si tu as des vacances qui se présentent et que tu as envie de partir avec une autre personne, quel temps tu consacres en vacances à cette autre personne? Ou est-ce qu'on envisage de partir tous ensemble, par exemple? Ce qui vous est arrivé? Ça nous est arrivé une fois de partir avec une amoureuse commune. Une amoureuse commune? On avait tous les deux une personne dont on était amoureux et qui était amoureuse de nous. Mais ça n'a pas donné un trouble? Oui. Si, c'était une triade. Mais qui n'était pas sexuelle? Si, aussi. Qui était amoureuse et sexuelle. Je ne sais pas si je les admire, voire même si je les jalouse ou si je les plains. Vivre ces expériences amoureuses sans entrave tient du rêve et de la prise de tête. D'autant que ces pauvres polis passent leur temps à se justifier. Les enfants,
Là, David est avec sa voisine de palier. Elle vient de découvrir son mode de vie avec Anna. Du coup, donc toi, c'est David, ta chérie, c'est Anna. Anna sort avec Fred. Et Fred sort avec 4-5 personnes, dont Maëlie. Maëlie sort avec, je crois, 6, 7, 8 personnes. D'accord. Et Anna, elle a que Fred et toi? Ou elle en a d'autres? Elle a que nous deux. Elle a que vous. Et elle a des filles aussi ou Non, en ce moment, non. D'accord. C'est un peu comparable à l'échangisme en fait. Ben non, le polyamour c'est pas comme l'échangisme dans le sens où l'échangisme, de ce que j'ai compris, c'est des gens... Alors après je m'y connais pas en échangisme du coup... Et bon, c'est un peu indiscret mais vous faites des partous ou pas? Ben, c'est un peu bizarre comme question, je suis désolée mais je veux dire, que tu sois mono-amoureux ou pas mono-amoureux, tu fais des partous ou tu fais pas des partous, c'est pas en lien avec le polyamour. Tu t'es jamais dit, bon je vais coucher avec ma femme et son amant comme ça, quitte à faire un truc tous les trois, autant que ça soit ensemble? Ben, si deux personnes me plaisent et que les deux personnes se plaisent entre elles, oui, pourquoi pas un truc à trois. Et comment tu fais pour aimer autant de personnes à la fois? Ben, ça, je veux dire... T'aimes une personne qui est la personne avec qui tu vis. Ah oui, donc il y a quand même une hiérarchie dans notre... Oui. Bon, moi personnellement, je suis un peu... Enfin, pas choquée, parce que voilà, je n'ai pas 70 ans, mais c'est vrai que c'est assez incroyable. Bah, moi, je sais que je suis un peu jalouse, donc d'imaginer mon homme aller... Enfin, même moi, je m'imagine pas... Enfin, de me dire à chérie, bon, bah ce soir, je peux pas sortir, reste à la maison, moi, je vais voir mon autre amant. Enfin, T'étais polyamoureux avant de rencontrer Anna ou c'est elle qui t'a... Moi j'étais mono-amoureux mais j'étais pas... Pas convaincu? Bah ouais c'est ça. J'étais pas convaincu, j'étais en questionnement, j'étais un peu perdu. Mes amis s'interrogent. T'es polyamoureux. Comment sont-ils devenus polis? Quelle est leur histoire, leurs problèmes, leurs traumatismes? Je m'entends répondre, mais nous, les mono-exclusifs, au nom de quoi acceptons-nous tant de frustrations et de tromperies? Mon père était marié, il avait des enfants et il est tombé amoureux de ma mère et ils ont passé du temps ensemble, de plus en plus de temps ensemble et dans le fonctionnement habituel de la société, bah, quand on tombe amoureux de quelqu'un d'autre, et bah, on s'en va de là où on était et on va vers la nouvelle personne qu'on aime. Dans la façon mono-amoureuse de fonctionner. Et mon père, il n'a pas fait ça. Il est resté pendant 8-10 ans, on va dire 8 ans, et avec sa femme et avec ma mère. Et donc en cachet, des enfants des deux côtés. Du coup, voilà, que quelqu'un dise mais en fait, cette façon-là de fonctionner, c'est dommage qu'il l'ait choisi, mais on peut faire autrement. Ouais, ça a un peu changé ma vision du monde. Moi, je fais partie de la génération où il y a eu de plus en plus de parents qui ont divorcé. Et c'est vrai que le divorce de mes parents a joué d'une manière, je sais pas si, je dirais peut-être pas fondamentale, mais très importante dans mon parcours qui m'a mené jusqu'au polyamour. Étant parti du principe que deux personnes ensemble toute leur vie, ça me paraissait fortement peu probable. Et comme je l'ai vu très jeune, sur un divorce en plus qui a été difficile en tant qu'enfant, c'est pas un divorce qui s'est passé de manière paisible. Bah, déjà, ce qui était du mariage, avec cette mise en avant de l'exclusivité, pour moi, c'était complètement bidon. Dans le petit lexique du polyamour, je tombe sur le terme serial monogame. Le mono-exclusif qui enchaîne les relations uniques et multiplie les séparations, et qui recommence à l'infini, sans ou avec famille recomposée. Lequel des deux modèles est plus pertinent? Le mono qui doit rompre pour pouvoir vivre une nouvelle rencontre? Le poly qui conjugue les relations fortes sans casser ce qui a précédé? C'est peut-être là le danger de ce sujet. Il sème le doute et nous met face aux contradictions de nos habitudes. Serais-je en train de devenir poly? Le yoga, c'est l'union. C'est le sens du mot sanskrit yoga.
C'est l'union de soi avec le tout, dans l'idée que tout n'est qu'une seule chose. Et c'est l'union de soi avec soi-même aussi, d'être en diapason, de vibrer exactement sur la tonalité juste. Pour y arriver, il faut se défaire de tout ce qui nous encombre, mais c'est trop bien. À mes yeux, Anna et David ont tout d'un couple classique. Or, Anna insiste. Ils sont un couple monopoly. Pour l'instant, David est mono avec Anna, tandis que Anna a d'autres relations que David. J'ai jamais été mono-amoureuse. La première personne dont j'ai été amoureuse, c'était une fille qui était très libre dans tous les sens du terme et que j'ai jamais imaginé avoir que pour moi. Je veux même pas demander, j'en souffrais pas. J'étais juste très heureuse d'être amoureuse. J'étais très heureuse de notre rencontre, de tout ce qu'on s'apportait l'une à l'autre. Je suis en apprentissage de qu'est-ce que c'est qu'être polyamoureux. Je vois des polyamoureux assez fréquemment du coup, puisque mon amoureuse avec qui je vis, Anna, est polyamoureuse. Elle a un autre amoureux qui a plein d'autres amoureuses qui ont d'autres amoureux et amoureuses. Moi, aujourd'hui, j'ai un amoureux principal qui est David. On est très engagés dans notre relation parce qu'on vit ensemble, on a des projets ensemble. C'est important de le préciser quand je rencontre quelqu'un, de dire bon, bah, ma première attache, c'est celle-là. Donc déjà, c'est un type de polyamour particulier où il y a une hiérarchisation. Ça arrive que ce soit pas le cas, que tout le monde soit sur le même plan, ou alors qu'on ne fasse pas attention au poids des relations, que juste on vit la relation telle qu'elle est, au jour le jour. C'est un peu ça l'anarchie relationnelle. Moi, c'est pas comme ça. Donc j'ai un amoureux principal et j'ai un autre amoureux qui est Fred. Je connais déjà Fred. Il est l'un des deux amoureux importants ou principaux de Maëlie. Aujourd'hui, il passe pour un déjeuner tranquille avec Anna, son amoureuse, et David, son amoureux. De Anna, j'entends. Mais non, tout ceci n'est pas si compliqué. C'est trop bon. Ouais. Non, ouais, merci beaucoup d'avoir notre aller chercher tout ça pour nous nourrir. On s'est rencontrés sur un site de rencontre. J'ai rencontré d'abord Fred fin 2015. Et David, on s'est rencontrés en avril 2016. On a commencé à sortir ensemble pour le Nouvel An 2016. Oui. Pour le Nouvel An, au moment du Nouvel An. Oui. C'était un cadeau de Nouvel An. J'ai pas trop. J'étais en couple exclusif. Et puis quand j'ai rencontré Anna, elle m'a dit salut, bonjour, je suis polyamoureuse, donc c'est à prendre ou à laisser, quoi. Je vais pas changer pour toi, donc si tu m'aimes comme je suis, bah je suis comme ça. Si tu m'aimes pas comme je suis, bah va voir ailleurs. J'ai pas dit ça comme ça. Mais... Tu l'as pas dit comme ça, mais c'était... Non, je me suis présentée comme ça. Mais, Oui. Mais je t'ai pas dit si tu veux que je change, va te faire foutre. Comment tu découvres cet autre homme? Alors la première fois que je rencontre Fred, je le rencontre, je crois, chez lui. Je le rencontre avec Maëlie, donc pas seulement chez lui, mais chez eux ensemble. Donc effectivement, je le vois pas comme une personne toute seule qui va occuper l'entièreté du temps de Anna et qui va pas m'en rester. J'ai l'impression que c'est aussi beaucoup une histoire d'orgueil. Que si la personne que tu aimes aime quelqu'un d'autre, t'as l'impression que tu es dévalorisé. Je pense pas qu'on puisse séparer la possessivité amoureuse de l'idée de posséder une personne. Moi, je pense que c'est vraiment très lié. Et d'ailleurs, socialement, j'ai l'impression que les hommes imposent un peu plus la propriété sur la femme que l'inverse. Et que même historiquement, hein, les maris pouvaient tromper relativement facilement leur femme sans être trop inquiétés par la société, alors qu'une femme qui trompait son mari parfois risquait même la mort. Encore aujourd'hui, ouais, dans certains pays, pas en France. Peu en France, parce qu'il y a encore des meurtres conjugaux. C'est vrai. La propriété amoureuse fait énormément de mal dans la société. Et comme c'est quelque chose qui est très répandu, c'est peu interrogé.
Je pense que vouloir appartenir à quelqu'un et vouloir que cette personne nous appartienne, c'est pas non plus du vrai amour. Le vrai amour, pour moi, c'est aimer quelqu'un au point de vouloir son bonheur, qu'on fasse partie de sa vie ou pas. C'est ça, aimer quelqu'un, c'est vouloir authentiquement et sincèrement voir cette personne heureuse et pouvoir contribuer à son bonheur sans que ce soit en fait demander à cette personne de rassurer mes besoins émotionnels à moi. C'est ça, aimer quelqu'un, c'est vraiment un acte de générosité, pas un acte d'appropriation. Comment serait un monde qui accepterait le polyamour, des cœurs entrelacés à l'infini? David aime Anna qui aime Fred, lié à Maëlie, mais aussi à une inconnue, Marilyn, liée à Axel. Axel à Nacham, qui me ramène à Maëlie, mais aussi à Pierre et donc à Livia. Sonia devrait me présenter à son Jules actuel et était autrefois liée à Julius, discret sur ses liaisons, alors que Raphaël dit en avoir 3. Mais ce labyrinthe joueur ne cache-t-il pas quelque part l'ennemi numéro 1 de tout amoureux, poli ou pas, la jalousie? J'ai des partenaires à qui je tiens qui me disent je suis complètement sous le charme de telle ou telle personne, j'ai très envie qu'il se passe un truc, je pense que jeudi prochain on va essayer de se rencontrer parce que j'aimerais bien qu'il se passe un truc. Et moi je dis ah bah oui, je te le souhaite qu'il se passe un truc, c'est chouette. Et je le sens, je ne sens au fond de moi aucune inquiétude, aucun pincement, aucune difficulté. Enfin, je traversais récemment des situations qui, il y a quelques années, dans mes débuts d'expérience polyamoureuse, m'auraient liquéfié de jalousie, m'auraient terrifié, m'auraient mis par terre. Ce qui, pour moi, montre aussi que en fait, notre jalousie est une construction sociale et qui se déconstruit. On peut être polyamoureux et jaloux par moment, ça peut arriver. C'est pas exclu. Simplement, la jalousie, après, on apprend à la gérer, on apprend à travailler dessus, on apprend... Enfin, ça nous apprend des choses sur nous-mêmes. Voilà, la plupart des gens, quand j'en parle, c'est ouais, non, mais moi, j'imagine très bien être polyamoureux, mais par contre, j'accepterais pas que mon partenaire ou que ma partenaire ait quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que le sentiment de jalousie chez moi, il émergeait essentiellement parce que j'étais dans le rejet, finalement, que les autres personnes aillent voir ailleurs ou vivent d'autres choses. Et à partir du moment où j'avais vraiment intégré que ces personnes-là, bah, c'était leur choix, voire leur droit, en fait, et ben, je l'ai beaucoup mieux vécu et j'ai quasiment plus ressenti de jalousie ou alors des pointes par-ci par-là sur des choses très particulières. Je préfère savoir qui David trouve belle. Et je préfère qu'on s'émerveille ensemble de la beauté d'une rencontre plutôt que d'être assurée et d'entendre que je suis la seule personne belle qui existe. Ça ne m'intéresse pas, parce que je sais que c'est faux. Et parce que moi-même, je trouve d'autres personnes belles, attirantes, émerveillantes. Et j'ai très envie d'en parler. Le polyamour a ses monuments parmi lesquels le livre « Aimer plusieurs hommes ». Françoise Saint-Père y raconte sans détour sa vie d'épouse, de mère, de femme libre, vivant des amours pluriels, terme qu'elle préfère à polyamour. Elle est devenue, malgré elle, une porte-parole, une prêtresse qui ne prêche pas, mais qui raconte. Avec Françoise, nous déambulons dans Paris, au milieu de ses multiples souvenirs amoureux. J'aurais pu être tout simplement adultérine, basique, mais simplement le fait que moi j'aime pas mentir, j'ai envie de vivre les choses naturellement, et à partir du moment où je me suis dit que vivre des histoires avec des gens c'était pas mal, tu vois, j'ai jamais mis de morale là-dessus, je vois pas pourquoi je les aurais cachées. J'ai vécu souvent au 5e étage sans ascenseur, des jolies histoires sur les balcons, sur les toits, ça a donné à chacun de ces immeubles un côté à la fois joyeux, festif, qui fait que quand je repasse devant, je m'en souviens. Paris est devenu une sorte de puzzle où beaucoup d'endroits me rappellent des gens que j'aime ou que j'ai aimés. J'ai toujours eu l'impression qu'à partir de mes histoires, je pouvais en écrire d'autres. Et c'est peut-être aussi une des raisons de mes amours pluriels, de me dire vivre 5 ans de vie en une seule. Donner le cadenas comme symbole de l'amour, je trouve ça horrible. C'est d'un déprimant. Ils sont tous à en mettre, là. Je comprends pas.
On est quand même éduqué dans l'idée que l'amour c'est compliqué. Les romans d'amour sont toujours compliqués. Les histoires d'amour finissent mal en général, comme chantait Rita Mitsuko. Et dans la tête des gens, l'amour c'est quand même plutôt une tragédie que quelque chose de gai. Ils sont encore dans une logique amour égale couple égale souffrance égale jalousie, ce qu'on leur a inculqué toute leur vie. Et le fait d'être polyamoureux, pour eux, ça multiplie le risque de chagrin, le risque de rupture, le risque de jalousie. Donc c'est vachement douloureux, effectivement. Mais le jour où on sort de ce schéma et on se dit les amours pluriels, c'est complètement un autre mode de pensée. C'est vraiment, pour parler informatique, c'est un autre logiciel. À ce moment-là, on n'en voit que les avantages. 40 ans de couple stable, de vie de famille classique, et le tout dans un polyamour consenti. Le parcours de Françoise a de quoi déstabiliser même les plus dubitatifs parmi les monos. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, mais ça a été un fleuve toujours passionnant. Donc moi, ça me plaisait. J'ai évité quand même l'écueil de la monotonie, j'ai évité l'écueil de la routine. Et on peut vivre une vie dite normale, entre guillemets, je veux dire une vie où mes enfants ont été élevés correctement, avec des principes. D'ailleurs, ni l'une ni l'autre ne sont polyamoureuses, donc je n'ai pas fait de prosélytisme non plus. Voilà, je voulais montrer que ce n'était pas pour être marginal et que ce n'était pas un choix marginal, mais par contre ça doit être un vrai choix. Ça doit être un choix profond. On n'est pas polyamoureux parce que c'est la mode. Là, on a toutes les chances de se casser la figure. Il faut être polyamoureux parce que sincèrement, on se dit, mais il y a plein de gens intéressants sur Terre, comment puis-je être sûr d'avoir fixé mon choix sur une seule personne qui me suffira toute ma vie? Et si on le pose comme ça, tout le monde dira, bah oui, c'est évident. C'est évident, c'est-à-dire que si on le pose comme ça, en lucidité et en réalisme, ce sont les monogames qui sont des utopistes. Alors que les polyamoureux sont des gens réalistes, qui font avec ce qu'on est, c'est-à-dire des personnes qui ont une longue vie devant eux et qui ne peuvent pas dire « je n'aimerai qu'une seule personne toute ma vie », c'est impossible. On peut aimer une personne pendant toute sa vie, mais pas une seule. Je retourne chez Maëlie. Léa est l'une de ces relations, amicales ou romantiques, avec ou sans sexe, je ne pose plus de questions. Léa veut profiter de ma caméra pour faire son coming out de polyamoureuse. Mais soudain, elle hésite. Que dira son entourage professionnel et ses parents qui ne savent rien? Elle finit par être totalement méconnaissable jusqu'à sa voix, d'où l'idée de cette drôle de confession. Je suis polie depuis 5 ans, oui depuis 5 ans, je suis polie. J'ai 3 amoureux, ils ne préfèrent pas que je communique des enfants sur eux, sauf moi, sauf Maëlie, que j'aime tant. Je pense qu'il y a plein de polyamoureux qui n'en parlent pas à leurs parents et qui restent très discrets là-dessus. Moi, ma famille a été au courant. Et ouais, j'ai des parents qui sont d'une autre génération et puis qui ont grandi dans des cultures qui sont plutôt conservatrices. Donc, difficile pour ma mère, par exemple, d'accepter mes choix de vie. Difficile pour elle de comprendre, en fait, pourquoi est-ce que je fais ça et qu'est-ce qui me motive à vivre comme ça. Et j'ai aussi une difficulté avec mon enfant qui rentre dans l'âge de l'adolescence et qui déjà a du mal à avaler que ses parents se séparent, mais en plus que sa mère ne soit pas dans la norme parce que n'a pas un mais 2 amoureux, c'était très compliqué à lui faire admettre. Et d'ailleurs, je pense que ça l'est toujours. Nous voilà rattrapés par la réalité. Les traditions pèsent, la norme riposte, les conventions se retranchent sur leur position. Aujourd'hui, on a des avancées sur la défense des droits de certaines minorités, des personnes LGBT notamment, mais on n'a pas de défense des personnes polies, alors que se multiplient des cas de polyphobie. Mais comment se défendre par rapport à ça, en fait? Quand je parle de multiplication de cas de personnes qui se font mettre de côté dans leur entreprise ou qui subissent une pression, qui est une pression verbale, morale, c'est souvent des femmes.
tout simplement parce qu'on a cette association encore, hein, une femme qui a plusieurs partenaires, c'est une femme volage ou c'est une pute. Je sais que c'est pas une bonne idée d'être ouvertement polyamoureuse. Ça ne peut m'apporter que du négatif. Enfin, à part avec les autres polyamoureux, c'est très positif, hein, mais au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau des prêts bancaires, au niveau des allocations familiales, c'est pas une bonne idée. Il vaut mieux garder ça pour soi. La société n'est pas prête. Elle sent que le polyamour est subversif. L'accepter voudrait dire tout repenser en profondeur, vie privée, institutions sociales, la totale. En travaillant sur ce film, j'ai été surpris par les nombreuses idées préconçues et les réactions très irritées auxquelles j'ai eu droit. Petit florilège. Les polyamoureux sont des irresponsables, des instables, des inconséquents, des coureurs qui cherchent des excuses, des putes, des égoïstes, des bobos décadents, des intellos immatures. Derrière ces critiques du modèle poly pointe une inquiétude. Les polys sont-ils suffisamment stables pour élever des enfants? Des questions auxquelles les couples classiques ne sont pas confrontés. Le sujet n'est pas tabou chez Maëlie. La polyfamily se verrait bien adopter un enfant. Si en fait un jour on veut adopter avec Fred, Maëlie ou quelques cellules que ce soit, eh ben, on aura des problèmes par rapport à tout ça. Parce qu'effectivement il y aura une enquête et qu'on n'est pas une cellule familiale stable, théoriquement, en tout cas dans les critères de la société. Donc il existe des familles polyamoureuses avec des enfants, ça marche très bien. Par contre, ils sont souvent présentés comme hétérosexuels et en couple mono, parce qu'évidemment, autrement, ils peuvent potentiellement perdre la garde de leurs enfants. Pour l'instant, j'aimerais pas élever un enfant avec ce contexte où, en fait, en tant que parent polyamoureux, je trouve ça trop dangereux pour l'enfant. Je trouve ça trop compliqué. J'ai envie d'éduquer un enfant. Avoir un enfant ou pas en avoir, je mets pas un gros enjeu dessus, que ce soit le mien ou pas. Ça dépendra si j'ai une copine qui a envie d'avoir un enfant et que ça se passe bien aussi avec elle et Maëlie et Pierre, voilà. Et par contre, j'aimerais bien par exemple que David et Anna aient un ou des enfants et avoir un vrai rôle à jouer dans l'éducation. Et le fait d'être polyamoureux et de pouvoir élever des enfants avec les autres amoureuses et amoureux, pour moi aussi, ça peut être un gros intérêt pour les enfants et pour les adultes. Rien de plus, parfait. Complètement d'accord. J'ai aucun doute sur ce que je transmets à mon enfant, parce que je lui transmets l'information qu'elle elle est libre de construire sa vie amoureuse comme elle le souhaite, et que personne n'a à lui dire ce qu'elle doit faire ou ne pas faire, que c'est à elle de savoir ce qui est bon pour elle. Et je lui transmets aussi l'information que moi, sa mère, je vis quelque chose qui n'est pas commun, et que il y a une forme d'acceptance en fait aussi sur ce qui est hors norme, et que elle peut y aller, et que je la soutiendrai quoi qu'elle choisisse pour elle. À la fin de ma polydéambulation, Sonia me présente son amoureux, son seul amoureux. Parmi ceux qui ont accepté de témoigner, ils sont plusieurs à vivre une phase amoureuse pas si plurielle que ça. Je m'inquiète. Mes témoins sont-ils oui ou non des vrais polys? Vont-ils rester fidèles à leur idéal? J'ai une partenaire dans ma vie actuellement. Et je suis pleinement satisfait, je suis pleinement content d'avoir l'espace de développer cette relation, d'avoir du temps pour découvrir ce que je peux y donner, ce que je peux y trouver. On prend les choses peut-être à l'envers, dans un sens qui est inhabituel. On voit beaucoup de couples qui commencent dans une histoire monogame, et puis qui parfois, par envie ou par curiosité, vont essayer d'aller explorer des voies non exclusives. Et on s'est posé la question en disant merde, est-ce qu'on est encore du coup non exclusif? Est-ce qu'on va transformer notre relation en relation exclusive? Et puis en fait, on s'est vachement rassurés sur ce point-là, tous les deux, en disant on fait ce qu'on veut en fait. Là, en ce moment, on est bien comme ça. Ça ne veut pas dire que plus tard, à un moment où on le sentira, on en aura envie, on ne tournera pas vers la non-exclusivité. Voilà.
Et en je fait- crois que de base, en fait, je reviens là-dessus, hein, parce que c'est hyper important. C'est pas parce que je mange pas un baba au rhum ou que je suis plus gourmand. Moi, je suis un gourmand. Donc, je le sais. Quand je vous ai rencontré la première fois, ça m'avait marqué, touché. Je crois que c'est toi qui disais, je sais que David sera le père de mes enfants. Ouais. T'avais dit ça? Bah oui. D'accord. Bah, aujourd'hui, j'en ai la certitude. J'espère que je vais continuer à avoir cette certitude quand on aura des enfants. sinon, ce serait problématique, mais ouais. On a le projet d'être plus polyamoureux. Oui. Je pense qu'aussi, on n'a pas beaucoup eu l'opportunité ces derniers temps de faire des rencontres. Je sais pas. Oui, on a le projet d'être plus polyamoureux. C'est beau. Toutes les remarques qu'on fait sur les polyamoureux, on pourrait les faire sur les monoamoureux. De dire non mais ces gens ils sont deux, ils croient qu'ils peuvent éduquer un être humain tout seul. À deux. Ils sont complètement irresponsables, ils pensent qu'à deux, ils peuvent avoir la responsabilité de l'éducation d'un humain. Ils se rendent pas compte. Mais bon écoutez, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Moi je pourrais pas. Moi je pourrais pas. Moi franchement... Mais je respecte. Non, il y a des gens qui font ça, c'est vrai que c'est un peu des gens en marge de la société. Bon, il y a des documentaires qui vont être tournés sur eux, je vais peut-être les regarder parce que je suis un peu curieux de voir ce que ça donne, mais franchement j'y crois pas. Un jour ils vont grandir, ils vont se rendre compte. Un jour ils vont... Non mais c'est ça. À l'adolescence. C'est une phase. Sûrement, là, c'est difficile. C'est une phase.